Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 27 février. Escalade des tensions entre Alger et Paris. L'Algérie rejette les ultimatums et les menaces et décide d'appliquer une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités par la France. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside une réunion du Haut Conseil de sécurité. Le groupe A3+, emmené par l'Algérie, réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel au Soudan. Et puis l'entité sioniste entame la libération de 620 prisonniers palestiniens et en échange de 4 dépouilles de prisonniers sionistes restituées par Hamas à la faveur d'un 7e échange de détenus. Bonsoir à tous. Le ministère algérien des Affaires étrangères a affirmé ce jeudi que l'Algérie avait rejeté les ultimatums et les menaces et appliquerait une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités par la France, soulignant que dans la montée en cadence de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimées à la relation entre l'Algérie et la France, l'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière. Dans ce contexte, le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué que toute remise en cause de l'accord de 1968, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, serait suivie de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature, sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter. L'Algérie, quant à elle, est attentive à sa position internationale et reste attachée au respect de l'intégralité du corpus juridique régissant les mobilités entre l'Algérie et la France, sans sélectivité et sans détournement de ses vocations, telles qu'elles ont été identifiées conjointement par l'Algérie et la France. Dans ce même esprit, l'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces. De la même manière, elle appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France. Et je vous le disais également en titre, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jeudi une réunion du Haut Conseil de sécurité. Le président algérien qui a présenté ses sincères condoléances à la famille, aux proches et aux disciples du cheikh Mohamed Abdellatif Belkayed Al-Idrissi Al-Hassani, cheikh de la Zawiya Belkaydia et Hebriya, décédé à l'âge de 88 ans. Dans son message, le président algérien a souligné que l'Algérie avait perdu l'éminent cheikh, le savant Mohamed Abdellatif Belkayed Al-Idrissi Al-Hassani, serviteur du soufisme et imam des savants cheikh de la Zawiya Belkaydia et l'Hebriya, rempart du Saint-Coran et phare du savoir sacré. Le Premier ministre algérien Nadel Arbaoui a reçu ce jeudi à Alger Dr Fahad Ben Mohamed Al-Turki, directeur général et président du conseil d'administration du Fonds monétaire arabe, en visite de travail en Algérie. Cette rencontre a permis de passer en revue les relations entre l'Algérie et le Fonds monétaire arabe, ainsi que les différents aspects de la coopération et des activités communes dans de nombreux domaines financiers. Le ministre algérien des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a été reçu ce jeudi à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani en marge des travaux de la deuxième session de la commission mixte algéro-mauritanienne de suivi du projet de réalisation de la route Tindouf-Zouérat. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre les deux pays ainsi que la dynamique croissante marquant ces relations dans plusieurs domaines.
L'Assemblée populaire nationale a exprimé sa ferme condamnation et sa profonde indignation suite à la visite du président du Sénat français dans les territoires occupés du Sahara occidental, la qualifiant de grave dérive de l'extrême droite et de violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations Unies. Dans sa réaction, la Chambre basse du Parlement algérien a indiqué que cette attitude révélait la poursuite des politiques coloniales révolues qui bafouent les principes de la légalité internationale et le statut juridique du Sahara occidental en tant que territoire non autonome en attente de décolonisation sous l'égide des Nations Unies. Coopération algéro-nigérienne, le président directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a été reçu au terme de sa visite effectuée à Niamey, au Niger, par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zain, ministre de l'économie et des finances, qui a salué à cette occasion les réalisations du groupe dans le cadre de la coopération bilatérale. Il a notamment salué la démarche importante et concrète de l'Algérie à travers Sonelgaz, à savoir la réalisation d'une centrale électrique au Niger d'une capacité de 40 MW. Et toujours dans l'actualité africaine, le groupe A3+, au Conseil de sécurité, a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel au Soudan, exprimant son inquiétude face à l'annonce des dirigeants des forces de soutien rapide et d'autres groupes politiques concernant l'établissement d'une autorité parallèle dans le pays. C'est ce qu'a notamment souligné au nom du groupe A3+, Toufik Laïd Koudri, membre de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies. Le Guyana, nous sommes vivement préoccupés par l'annonce faite par les dirigeants des forces d'appui rapide, parallèlement à d'autres mouvements et factions politiques, de l'intention d'instaurer des autorités parallèles au Soudan. Il s'agirait d'une mesure dangereuse, susceptible d'alimenter encore la fragmentation au Soudan et de mettre à mal les efforts actuellement consentis en faveur de la paix et du dialogue. Et dans ce contexte, de nombreux membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont inquiétés de la déclaration d'un gouvernement parallèle par les forces de soutien rapide au Soudan. L'approfondissement des divisions risque de déstabiliser encore davantage le Soudan et la région. Le respect des droits inscrits dans la charte du Soudan, de son unité, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale est vital et sera nécessaire pour une fin durable de cette guerre. Récemment, les FCR et certains partis politiques et factions armées ont déclaré leur intention d'établir un gouvernement parallèle, une initiative qui risque d'accroître la fragmentation du Soudan. Le Kenya réaffirme son soutien à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan. Et je vous le disais en titre, l'entité sioniste a entamé la libération de 620 prisonniers palestiniens en échange de 4 dépouilles de prisonniers sionistes restituées par le mouvement de résistance palestinien Hamas à la faveur d'un 7e échange depuis l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu le 19 janvier dernier dans la bande de Gaza. Après un report de plusieurs jours, les forces de l'occupation ont libéré tôt ce jeudi 596 prisonniers palestiniens, dont la plupart sont de la bande de Gaza, tandis que la libération de 43 femmes et enfants palestiniens a été suspendue par l'entité sioniste malgré la confirmation de l'identité des corps. Et parmi les Palestiniens libérés ce jeudi figure Naël Berrouti, âgé de 67 ans, qui a passé 44 ans en détention, soit plus que tout autre prisonnier palestinien incarcéré en 1978. Il avait été libéré en 2011 après 33 ans de prison lors d'un échange précédent. Toutefois, il avait été arrêté à nouveau 3 ans plus tard.
Et les prisonniers libérés, palestiniens libérés, ont été accueillis hier soir à Ramallah, en Cisjordanie occupée, par une foule en liesse. Les anciens détenus sont arrivés en provenance de la prison d'Ofer à bord d'un bus. Et certains prisonniers donc libérés ont pu entrer dans la bande de Gaza. Ils ont reçu le même accueil triomphal de la part des membres de leur famille et proches qui les attendaient, notamment à Khan Younes. Ils souffrent de la gale et de la saleté. Il n'y a aucune hygiène, rien. Grâce à Dieu, nous sommes sortis de prison. Il n'y a rien, pas de médicaments ni rien. Je suis comme n'importe quel autre prisonnier. Ils ne me donnent pas de médicaments. Et si Dieu le veut, nos frères qui sont toujours en prison seront les prochains. Aidez-les à sortir de la torture des prisons. Nous prions pour qu'ils sortent de prison si Dieu le veut. La situation était difficile. La torture et la répression étaient permanentes. Les prisonniers étaient suspendus et les procédures d'interrogatoire étaient très dures. Nous demandons à Dieu qu'ils soient bientôt libérés. La première chose dont Trump a commencé à parler, c'était de nous faire sortir du pays. Nous sommes attachés à nos principes, plus déterminés qu'avant, si Dieu le veut. Ils nous ont combattus et nous ont fait prisonniers. Mais nous sommes sortis de prison plus déterminés à résister, si Dieu le veut. Et vu l'état de santé déplorable de certains prisonniers libérés, beaucoup ont dû être transportés directement à l'hôpital européen de Khan Younes où ils subissent des examens médicaux. Ils se sont plaints notamment de traitements cruels infligés pendant leur détention. Pendant la première période en prison, nous avons été menottés et les yeux bandés pendant 90 jours. On ne voyait personne et personne ne nous voyait. Et nous devions nous asseoir sur nos genoux ou sur nos fesses pendant 18 ou 20 heures. Mais nous avons encore d'autres prisonniers enfermés. Notre joie n'est pas complète car il y a des prisonniers qui restent. Notre joie ne sera complète que si les prisons se débarrassent des jeunes qui y sont détenus. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alors dit à 48 365 martyrs et 111 780 blessés depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités palestiniennes de la santé. Les corps de 17 martyrs et 19 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures. Les violations graves et continues du droit international par les forces de l'occupation sioniste ont d'ailleurs été fermement condamnées par l'Algérie à Genève, appelant tous les pays et organes des Nations Unies à garantir la reddition de comptes et la justice. La délégation de mon pays salue le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et réaffirme que les tentatives visant à créer une parité entre la puissance occupante et l'État palestinien occupé en matière d'obligations et de devoirs sont mal fondées et ne sont pas conformes aux exigences du droit international, malgré la mention dans le rapport de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et malgré le refus de l'occupation de coopérer avec le Haut Commissariat pour enquêter sur toutes les violations, ce qui est considéré comme un rejet de toutes les obligations et pactes internationaux. Monsieur le Président, l'Algérie condamne fermement les graves violations du droit international commises par les forces d'occupation israéliennes ainsi que par les colons contre le peuple palestinien sans défense qui, sous le joug de l'occupation depuis plus de 76 ans, après des décennies de meurtres systématiques, d'expulsions forcées, de démolition de maisons, d'établissements de colonies illégales et d'instauration d'un régime d'apartheid. La récente guerre d'extermination à Gaza a été un crime humanitaire dont le monde n'a jamais été témoin et ses effets catastrophiques entravent encore le retour à une vie sûre pour la population
population de Gaza. L'Algérie renouvelle sa position en faveur du droit du peuple palestinien à jouir de tous ses droits à l'autodétermination et à établir son État indépendant conformément aux références internationales reconnues. Elle appelle également à la nécessité pour la puissance occupante d'adhérer au terme de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de permettre le retour des habitants dans leur foyer tout en garantissant l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza sans conditions ni restrictions. Et toujours à Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a lui exprimé son opposition aux propositions d'annexion ou de transfert forcé de population dans les territoires palestiniens occupés, avertissant que de telles mesures pourraient menacer la sécurité de toute la région. Nous devons résister à toute normalisation de comportements illégaux, y compris les propositions d'annexion ou de transfert forcé, qui pourraient menacer la paix et la sécurité des Palestiniens, des Israéliens et de la région au sens large. C'est le moment de faire prévaloir les voies de la raison, de trouver des solutions qui rendront justice et feront place à la compassion, à la guérison et à l'établissement de la vérité. Dans ce même contexte, Volker Turk a souligné le nombre effarant de victimes palestiniennes provoquées par les moyens et méthodes de guerre de l'entité sioniste. Les moyens et méthodes de guerre utilisés par Israël ont causé un nombre stupéfiant de victimes et de destructions, ce qui suscite des inquiétudes quant à la commission de crimes de guerre et d'autres crimes d'atrocité possibles. Et retour à présent à l'information principale de ce journal dont nous vous parlions donc, au début de cette édition. Le ministère algérien des Affaires étrangères a affirmé ce jeudi que l'Algérie avait rejeté les ultimatums et les menaces et appliquerait une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités par la France, soulignant que dans la montée en cadence de l'escalade des tensions que la partie française a imprimé à la relation entre l'Algérie et la France. L'Algérie n'a pas l'initiative, ou n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière. Dans ce contexte, le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué, je vous le rappelle, que toute remise en cause de l'accord de 1968, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, serait suivie de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter. Et nous allons développer cette question avec nous, Hassan Qassimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes expert en questions géopolitiques. Alors nous avons assisté dernièrement à une campagne d'hostilité menée par certaines parties françaises et amplifiée par les médias français. Quelle est votre analyse là-dessus ? Écoutez, ces partis françaises, il faut les citer, c'est l'extrême droite. L'extrême droite qui est en train de mener un tambour battant, oui, une politique hasardeuse, aventureuse, et qui ne mène nulle part. Et cette politique, bien sûr, consiste à dénigrer l'Algérie. Et là, ce que nous avons relevé ces derniers temps, c'est qu'il y a une dégradation subite de la situation et montée d'un cran de l'appel à dénigrer d'une manière constante l'Algérie. Et là, sur le communiqué qui vient d'être publié par le ministère des Affaires étrangères tombe à point, d'autant plus qu'il permet de mettre en place un certain nombre de clarifications nécessaires, importantes, opportunes. Et là, l'Algérie, à travers le ministère des Affaires étrangères, rappelle les grandes lignes et la doctrine et les traditions en matière de relations diplomatiques algéro-françaises. L'Algérie a toujours été un partenaire sérieux qui a toujours respecté les conventions et les accords bilatéraux. Ce n'est pas le cas de la France actuellement, qui est en train de remettre de manière unilatérale un certain nombre d'accords. D'ailleurs, le dernier, concernant les
passeports spéciaux, une décision qui a été prise de manière unilatérale et sans informer la partie algérienne. Et là, c'est actuellement une voie dangereuse qui a été ouverte par l'extrême droite et savoir qu'elle imprime sa politique au gouvernement actuel. Et là, nous allons vers des situations qui ne sont pas souhaitables. Et là, l'Algérie regrette une telle situation. L'Algérie, bien sûr, prendra toutes les mesures pour protéger ses intérêts, les intérêts de ses nationaux, de ses résidents en France, et prendra aussi des mesures équivalentes, réciproques, du même niveau, de même nature, dans le cas où il y aurait des décisions qui seraient prises de manière unilatérale par la partie française, notamment l'accord de 68. Là, nous sommes dans une situation de crise diplomatique très forte. Nous avions à un certain moment espéré et nous avions eu certains signes d'apaisement de la situation entre les deux pays, mais subitement, il y a un retour en arrière qui est préoccupant, inquiétant, et qui laisse présager... Hassan Qassimi, qu'est-ce qui, selon vous, alimente cette haine qui est véhiculée par certaines parties françaises actuellement dans ce contexte précis? Vous savez qu'actuellement, c'est un peu une classe politique qui est en pleine campagne électorale. Et là, bien sûr, les prémices d'une élection présidentielle anticipée sont là, sont présentes. Tout le monde en parle. Et je pense qu'il y a un coup d'accélérateur qui a été donné ces derniers jours, cette semaine. Et nous avons l'impression que cette échéance se rapproche de plus en plus. Et malheureusement, le dossier de l'Algérie par l'extrême droite est en train d'être instrumentalisé. Et comme l'extrême droite est un parti qui n'a jamais été aux affaires, qui n'a jamais eu l'expérience de la gouvernance des affaires d'une nation, donc c'est un parti qui est engagé sur des questions tout à fait marginales, dangereuses, qui d'ailleurs desservent les intérêts de la France. Et là, vous savez, quand les lignes rouges sont dépassées, vous savez que l'Algérie est en mesure, a beaucoup de moyens, de pression, beaucoup de cartes qu'elle n'a pas encore utilisées jusqu'à présent, et l'Algérie les utilisera en temps opportun à chaque fois que cela sera nécessaire. Mais le plus important dans tout cela, c'est que l'Algérie vient d'envoyer un message très fort à la partie française, et maintenant, elle n'a qu'à assumer ses responsabilités dans le cas où il y aura des décisions encore irréfléchies, irresponsables, de nature à provoquer le pire. Et là, nous ne le souhaitons pas. Hassan Qassimi, merci. Nous vous remercions pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en questions géopolitiques. Et avant de clore ce journal, les pourparlers entre les délégations russes et américaines au sujet du travail de leur mission diplomatique se sont achevés cet après-midi à Istanbul, alors que le président ukrainien doit rencontrer demain Donald Trump. Le point avec Hossein Jouadi. Un autre pas en avant pour les relations américano-russes suite à la rencontre ce jeudi à Istanbul des délégations des deux pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la résolution des différends bilatéraux et de la volonté des dirigeants des deux pays de mettre fin à des années de froid politique et de trouver un terrain d'entente pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. J'espère que tous les signaux positifs qui sont arrivés récemment trouveront leur continuation. Et d'ailleurs, comme cela a déjà été dit aujourd'hui, à Istanbul, nos groupes de travail se sont réunis pour résoudre les questions de reprise du travail à part entière de nos missions diplomatiques. Je veux dire, les missions russes et américaines. Je suis sûre que des accords seront conclus et que nous reviendrons à une communication diplomatique civilisée qui a été ruinée par l'administration précédente et a causé de graves dommages, y compris au dialogue diplomatique. Les résultats des discussions d'Istanbul montreront la rapidité et l'efficacité avec lesquelles nous pouvons agir, a déclaré Sergei Lavrov. Cette rencontre est un pas de plus dans le rapprochement entre Vladimir Poutine et Donald Trump après le rappel et la réunion organisée à Riyad. Ce qui inquiète l'Ukraine et l'Europe, surtout après le vote des États-Unis à l'ONU refusant de soutenir l'Ukraine. D'autant plus que le président ukrainien devrait rencontrer demain vendredi son homologue américain. Bon, ça veut dire également, pour le court et le moyen terme, que la capacité de l'Europe de pouvoir peser sur la solution du conflit russo-ukrainien est quasiment nulle. En fait,
c'est la plus grande humiliation que l'Europe ait eu à subir dans toute l'histoire de ce conflit qui a maintenant 3 ans d'âge. Vladimir Poutine a fait part de son ressenti vis-à-vis de la nouvelle administration américaine et a mis en garde les élites occidentales contre toute tentative de sabotage d'un éventuel rapprochement entre la Russie et les États-Unis. Je constate que les premiers contacts avec la nouvelle administration américaine suscitent certains espoirs. Il existe une volonté réciproque de travailler à la restauration des liens intergouvernementaux et à la résolution progressive du grand nombre de problèmes systémiques et stratégiques qui se sont accumulés dans l'architecture de la sécurité mondiale. Nous comprenons que tout le monde n'est pas satisfait par la reprise des contacts russo-américains. Certaines élites occidentales sont toujours déterminées à maintenir l'instabilité dans le monde et ces forces tenteront de perturber ou de compromettre le dialogue qui a commencé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réaffirmé que les 2 présidents pourraient se rencontrer après une préparation minutieuse. En somme, tout porte à croire que les choses évoluent dans la bonne voie. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.